vaccination, M. Paré, et d'Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique. On les écoute. Daniel Paré, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais faire un petit point sur la situation épidémiologique avant de passer au sujet de l'heure de la vaccination. Alors, je dirais, malgré le fait que la situation épidémiologique est relativement stable au Québec, il y a des régions qui sont en ce moment sous pression. Et en ce moment, on a une transmission qui est très importante et en hausse dans le Bas-Saint-Laurent, particulièrement ce qu'on appelle dans la grande région de Rivière-du-Loup. Alors, on doit intervenir immédiatement avant que ça empire. Alors, je vous annonce donc qu'à compter de la nuit de samedi à dimanche, les mesures spéciales d'urgence seront appliquées dans la région du Bas-Saint-Laurent, à l'exception des MRC de Matane, Matapédia et de Métis. Mais je tiens à spécifier que les écoles primaires resteront ouvertes sur tout le territoire. Je pense qu'il est important qu'on doit continuer de contenir la propagation du virus et des variants, mais c'est pour ça qu'on a décidé d'écouter encore une fois les recommandations de la santé publique et de prendre une décision très rapide. Maintenant, on va aller du côté des bonnes nouvelles parce que c'est effectivement aujourd'hui une belle journée. On a discuté entre nous, est-ce qu'on parlait de la voiture, du tunnel, de la lumière? Non, on a décidé que le ciel commence à se dégager et on commence à voir vraiment les rayons de soleil. Et je pense qu'on attendait tous ce jour-là depuis longtemps. C'est un grand jour pour le Québec. Dans les dernières semaines, les derniers mois, on a mis tous en place. Et on a préparé notre réseau à l'ouverture de la campagne de vaccination pour la population générale qu'on appelle la vaccination de masse. On a préparé nos cliniques de vaccination. On a mis les pharmaciens, les entreprises du Québec à contribution. On a formé, et il s'est rajouté juste dans la dernière semaine, plus de 1000 vaccinateurs qui se sont présentés par Je contribue pour un total maintenant de 12 000 personnes. Je pense qu'on peut le dire, la vaccination jusqu'à maintenant a été un succès et je veux en profiter aujourd'hui pour remercier tout le personnel du réseau de la santé pour tous les efforts qui ont été faits dans les derniers mois. Je suis donc heureux d'annoncer aujourd'hui que nous ouvrons la vaccination à la population générale. Nous savons que les Québécois ont été très patients, très, très patients, et nous reconnaissons tous les efforts qu'ils ont faits. Donc, je vous annonce que d'ici 2 semaines, toute la population adulte pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Dès demain, les personnes de 50 à 59 ans pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé. Par la suite, on va descendre par tranche d'âge de 5 ans à tous les 2 jours. Et ça, c'est bien important. Ça va se faire en fonction de l'âge, encore une fois, mais de l'âge des personnes et non en fonction des années de naissance. Donc, la semaine prochaine, à compter du 3 mai, c'est les 45 à 49 ans. Le 5 mai, 40-44 ans et ainsi de suite. Le 7 mai, 35-39 ans. Et la semaine d'après, ce que les gens à mon cabinet appellent la semaine des jeunes. La semaine des jeunes, les 30 à 34 ans, le 10 mai, les 25 à 29, le 12 mai, et finalement, les 18-24 ans, le 14 mai. C'est ça, les 2 prochaines semaines. Avec les livraisons de vaccins que nous recevons en ce moment, en mai et juin, et grâce au rehaussement des doses de Pfizer, on sera en mesure de donner une première dose à tous les Québécois adultes qui le désirent d'ici le 24 juin. On l'a dit, on ne veut pas que cette augmentation repose sur les épaules de notre réseau, l'augmentation de travail, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir mis en place ce système de vaccination-là. Donc, pour augmenter la cadence de vaccination, à compter de la semaine prochaine, 10 entreprises seront déjà en action dès lundi prochain pour vacciner leurs employés, leurs familles et la population de la région. Les pharmacies recevront aussi davantage de doses à compter de la semaine prochaine. Maintenant, il n'y a plus aucun doute, on va réaliser notre objectif du 24 juin.
Maintenant, je veux revenir sur ceux qui ont fait l'objet d'annonces spécifiques là, dans la dernière semaine. Je veux profiter de cette occasion-là aussi pour rappeler aux personnes handicapées, aux personnes qui ont des maladies chroniques et aux femmes enceintes que c'est encore le moment de prendre rendez-vous avant qu'on ouvre demain matin aux 50-59 ans. On a eu un excellent taux de vaccination dans la dernière semaine pour nos catégories spécifiques. Puis je pense que c'est important de les respecter jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils pourront continuer de le faire, mais là, ils ont préférence jusqu'à demain matin. En conclusion, rapidement, il y a un combat qu'on a à finir entre le vaccin et le virus. Pour gagner cette bataille-là, il faut que les Québécois continuent d'être au rendez-vous. De notre côté, on vaccine. Et si on garde le virus sous contrôle, tous ensemble, la victoire est à notre portée. Merci beaucoup. On va répondre à vos questions. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous commençons avec Maxime Denis, nouveau. Bonjour, monsieur. On parlait de pénurie dans certains secteurs. Donc, est-ce qu'avec les 12 000 vaccinateurs, on a assez de personnel ou il y a encore des besoins? Est-ce que vous devez faire un appel encore à la population? Je vais vous dire, c'est tellement important pour nous de faire la formation pour continuer d'avoir de la relève. Je pense qu'on prendrait toutes les personnes qui veulent s'inscrire encore. Parce que, je le répète, là, quand on va arriver en mai, puis surtout en juin, puis si on pense à la deuxième dose qui va s'échelonner durant l'été, on n'aura jamais trop de monde pour venir nous aider. Alors, s'il y a particulièrement des étudiants là, qui seraient intéressés à venir nous aider, on est encore ouvert. Puis ça nous donne le temps, justement, au début de mai, de les former. Concernant les tranches d'âge et les vaccins disponibles, peut-être M. Arruda ou M. Dubé, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée? Bon, bien, l'AstraZeneca, là, on le bloque toujours à 45 ou on va le descendre comme le fédéral peut recommander jusqu'à 30 ans? Le Johnson & Johnson, on va s'adresser à qui? Est-ce qu'on peut avoir un portrait un peu des vaccins? Laissez le Dr. Arruda répondre à ça. Dans les faits, je pense que pour le Québec, en tout cas pour le moment, en fonction de notre épidémiologie, on n'a pas l'intention de descendre en bas de 45 ans pour l'AstraZeneca. Pour ce qui est du Johnson, on entend encore l'avis de l'Institut national de santé publique, mais je prévois que ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on ne le donnera pas en bas de 45 ans. Et puis, il restera les deux autres vaccins là, qui pourront être utilisés pour les autres clientèles. Et dans certaines conditions particulières, là, pour des gens très immunosupprimés, etc., on leur donne certains types de vaccins. Mais dans les faits, c'est ce qui serait prévu, là, selon toute évidence. Claudie Côté, TVA. Bonjour à vous trois. En ce qui concerne la deuxième dose, est-ce que, puisque les doses sont au rendez-vous, surtout Pfizer comme une horloge suisse, pour vous paraphraser, M. Dubé, est-ce qu'on pourrait considérer donner la deuxième dose plus rapidement, compte tenu que le 4 mois, c'est le délai maximal? Est-ce que ça pourrait être plus vite administré? Je vous dirais qu'on fait, premièrement, l'engagement, puis Daniel pourra compléter. L'engagement, pour nous, était vraiment au niveau des CHSLD. Après ça, on est dans les RPA, comme vous savez, le même ordre qu'on a eu là, pour respecter. Maintenant, il faut aussi tenir compte là, de ce qu'on peut faire dans les centres hospitaliers. Alors, toute la même séquence qu'on a eue avec les travailleurs de la santé, grosso modo, c'est ce qu'on va respecter. La seule chose qu'on pourrait décider de faire, dépendamment comment d'autres vaccins, comme par exemple Moderna ou pourrait rentrer, on peut peut-être accélérer là-dedans. Mais on est capable au moins de respecter notre engagement. Mais ça peut peut-être aller plus vite. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on se concentre sur finir notre première dose. Daniel? Oui, bien, je vais renchérir. C'est déjà plus de 76 000 deuxièmes doses là, qui ont été administrées en date d'hier soir. Fait que ça se poursuit. On suit notre calendrier. Et en lien avec les arrivages de vaccins, mais je pense que je l'ai bien mentionné, Pfizer est au rendez-vous. On a eu des confirmations hier que Moderna aussi va continuer là, ses livraisons. Et dans la semaine du 10 de mai, il y a plus de 230 000 doses là, qui sont attendues. Fait que c'est toutes des bonnes nouvelles pour nous, mais on suit notre cadence et on suit notre calendrier. Merci. Maintenant, une question pour nos collègues du Bas-Saint-Laurent. Les écoles primaires demeurent ouvertes, donc la contagion ne semble pas se trouver dans ces milieux-là. Est-ce que c'est possible de savoir où est la contagion en ce moment dans le Bas-Saint-Laurent, puis qu'est-ce qui est le plus préoccupant? Écoutez, il faut comprendre que c'est clair qu'il peut toujours y avoir des éclosions dans le milieu scolaire, on le sait, mais elles sont petites et on peut contenir très rapidement l'intervention. Il semble y avoir certaines
transmission, je vous dirais, communautaire. Il y en a dans les milieux de travail. Il y en a aussi en lien avec des rassemblements. Donc, ce qui arrive actuellement, on n'est pas dans la même situation qu'on a vécu à Québec avec une augmentation exponentielle. Mais on est dans une quantité importante de cas qui n'arrivent pas à baisser. Et qui est en train de monter. Comme disait le directeur de santé publique, c'est comme si c'est une marée qui est en train de monter. Là. On n'est pas dans c'est vraiment une marée qui monte. Et pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où il y aurait des impacts importants au niveau des services, etc., je pense qu'il y a un genre de coup de barre à donner actuellement, plus tôt que trop tard. Et je pense que, par contre, on peut se permettre, tout à fait de façon adéquate, de maintenir les écoles primaires ouvertes dans ces secteurs-là, parce qu'on est en mesure de faire les interventions. Et au niveau primaire, c'est beaucoup plus difficile de faire du téléenseignement. Puis en plus, il y a des territoires qui sont très mal couverts par les ondes Internet. Donc, je pense que c'est le risque et le bénéfice. Par contre, les autres activités, les milieux de travail, les rassemblements des personnes qui peuvent avoir lieu, je pense que c'est une chose qu'il faut être capable de contrôler. Il n'y a pas de délai pour Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Monsieur le ministre, Dr Arruda, M. Paré. Ma question, première question pour M. Arruda. Vous aviez laissé entendre la semaine dernière ou la semaine précédente qu'il pourrait y avoir, en fait, que vous étiez en train d'étudier l'interchangeabilité des doses là, pour les gens qui ont reçu l'AstraZeneca. Vous en êtes où là-dedans? Est-ce que, par exemple, si pour la deuxième dose, on n'avait pas d'AstraZeneca, ou est-ce qu'on pourrait y aller avec un vaccin ARN plutôt qu'un vaccin à charge virale? Je vous dirais, il y a une réunion du SIC, justement, je pense, ce soir, le comité d'immunisation qui est en train de regarder ça. Actuellement, là, l'information que j'ai eue de Nicolas Brousseau, le président du SIC, c'est qu'actuellement, la recommandation, c'est de donner le même genre de vaccin. Okay? De l'AstraZeneca avec AstraZeneca, bon. Par contre, il y a des études qui sont en train de se faire, etc. Puis, théoriquement, l'interchangeabilité, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a même des fois certains bénéfices. Mais avant de m'avancer, je préfère avoir des données probantes pour le faire. Mais c'est à l'étude. Mon autre question fait référence à un propos que vous avez tenu hier sur le passeport vaccinal, entre autres choses. Pourquoi je ne suis pas surpris de poser la question? Je suis tellement prévisible. Hein? Écoutez, et M. Dubé, vous avez plutôt fait référence à ce que vous avez appelé la semaine dernière, attendez que je trouve le bon terme, vous avez utilisé. Preuve vaccinale. Une preuve vaccinale, c'est ça. Voilà. Une preuve digitale de vaccination, vous aviez dit. Bon, la France a présenté cette semaine un projet de loi, eux autres, ils appellent ça un projet de loi de sortie de crise. Et eux sont assez frileux également là, sur le passeport vaccinal. Sauf que l'article 1 de ce projet de loi-là prévoit que puisse être imposé à toute personne entrant ou sortant du territoire national la présentation d'un test négatif, d'une attestation de vaccination ou une attestation de rétablissement de la COVID-19. Est-ce que c'est quelque chose dans ce style-là que vous explorez? Mais comme je vous ai dit, je vais vous le répéter encore, moi, j'ai demandé d'avoir une preuve digitale le plus rapidement possible pour remplacer la preuve papier que l'on a pour ceux qui n'ont pas été vaccinés ou ceux qui ont eu la chance de l'être, vous ressortez en ce moment du centre de vaccination avec un petit coupon papier, puis vous avez la date de votre prochain rendez-vous. Bon, on a dit qu'on voulait digitaliser, numériser l'État. J'ai toujours dit que je voulais le plus rapidement possible qu'on ait un code QR qu'on peut avoir sur notre téléphone, qu'on recevrait par courriel. Ça, c'est vraiment la première étape. En fait, je vous l'ai dit, je pense hier, je perds mes journées. Je rencontre Mme Savoie et son équipe pour une présentation demain. Donc, demain, vendredi. Alors, je vais être capable de vous en dire beaucoup plus. Maintenant, quand on aura cette preuve digitale-là, ce qu'on a demandé au Dr Arruda et à son équipe, c'est de rentrer dans tous les détails de quelles sont les questions éthiques, dans quelles situations on pourrait les utiliser. Alors donc, la France est un petit peu rendue plus loin que nous. Moi, je pense que notre premier objectif, c'est d'avoir la preuve technologique. Ça servirait à quoi? Je comprends les réserves de M. Arruda hier, là, mais si on a cette preuve vaccinale-là, elle servirait à quoi, ultimement? Ça me donne quoi d'avoir un code QR? Bon, écoutez, il y a quelqu'un, puis on avait une très bonne question au crédit hier, je pense que ça venait de la part de Gabriel Nadeau-Dubois, qui
qui parlait justement de ça. Je pense qu'il fait le suivi sur vos questions. Puis, on disait, écoutez, on a déjà besoin d'une preuve vaccinale lorsqu'on va, par exemple, dans certains pays européens ou certains pays africains. Il faut avoir des preuves de certains types de vaccins. Alors, je pense que aujourd'hui, il est un petit peu tôt pour donner l'application de ça, mais je pense qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une preuve vaccinale, que ce soit pour voyager, ce qui est déjà le cas bien avant la pandémie, bien, je pense qu'il faut se donner des outils modernes, puis c'est ça qu'on est en train de regarder. Mais l'application globale de ça, on va se fier aux recommandations de la santé publique qui vont se faire par des experts. Donc, ce serait plus pour le voyage que pour les activités, par exemple. On va vous revenir avec une recommandation. Nous en sommes maintenant à Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Concernant la cible de 75 j'aimerais avoir quelques détails. D'abord, pourquoi cette cible-là, précisément, avait-elle été choisie? Ensuite, pourquoi est-ce que c'est la même dans tous les groupes d'âge? Parce qu'on sait que les risques ne sont pas les mêmes dans tous les groupes. Et si d'aventure, il y a plus que 75 des gens qui veulent avoir un vaccin, est-ce qu'on a assez de vaccins? La réponse est oui. On a assez de vaccins s'il y a plus que 75 C'est pour ça que le premier ministre était très clair. On s'est donné une cible. Il fallait avoir une cible. La cible a été calculée de la façon suivante. On a pris la population totale. On a enlevé les catégories d'âge de 0 à 18 ans qui ne sont pas dans la catégorie, qui sont pas dans la phase initiale. On est arrivé à un chiffre. Ce chiffre-là, fois 75 est devenu notre cible pour une première dose de 5,3 millions de personnes. Ça, c'est de la façon dont on est arrivé. Mais comme on le voit, dans la plupart des catégories, puis je pense on l'a déjà mis maintenant à partir sur le site web, là, je me souviens pas si hier ou avant-hier, on a vu que les catégories, par exemple, de 80 ans et plus sont déjà rendues à 91 Puis à chaque fois qu'on rentre les nouvelles catégories, à chaque fois, on est allé au-dessus de 75 Alors, donc, moi, j'espère qu'on continuera d'avoir ces bonnes nouvelles-là. Mais si on dépasse notre cible de 75 je pense que le premier à être heureux va être le docteur Arruda parce que ce qu'il veut, c'est qu'on vaccine le plus de Québécois possible. Question pour Dr Arruda. Justement, hier, on vous a entendu, lors de l'étude des crédits, ouvrir la porte à la vaccination des adolescents, des gens plus jeunes. On comprend que vous attendez encore de voir les résultats des études qui sont en cours, mais est-ce qu'on comprend qu'il y a déjà un plan structuré en place qui est prêt à être actionné si les résultats sont probants? C'est-à-dire que vous savez que la vaccination en milieu scolaire, ça fait des années qu'elle est faite. Notamment, on en fait pour l'hépatite B, on en fait pour le VPH, etc. Et puis, c'est clair qu'on a déjà eu des discussions avec le ministère de l'Éducation pour voir comment est-ce qu'on pourrait même en courant d'été, des fois, pouvoir même en arriver à faire la vaccination si c'était indiqué, etc., pour protéger le maximum de personnes. Donc, effectivement, basé sur les plans qu'on a habituellement, on va être en mesure de le faire, puis avec des ajustements, notamment en lien avec les processus. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Monsieur Dubé, vous avez dit on n'a plus aucun doute sur l'objectif du 24 juin. Est-ce à dire que vous aviez peut-être des doutes? Moi, j'en ai jamais eu. Daniel non plus? Non. Non. Écoutez, on a toujours, puis on l'a toujours dit, on est dépendant des vaccins qui nous viennent. Mais je pense que, je le dis, avec la qualité de livraison qu'on a eue, entre autres de Pfizer, depuis l'ajustement du mois de janvier, leur production qui a été ajustée pour livrer plus de vaccins, je pense que jusqu'à maintenant, on peut se fier. Puis, ils livrent vraiment régulièrement, ce qui nous permet de bien planifier. Alors, on voit aucune raison en ce moment de douter de leur capacité à nous livrer le mois de mai, qui est très important pour nous. M. Paré, je voudrais vous entendre sur je ne dirais pas le phénomène, là, mais le fait que des gens qui se promènent pour aller se faire vacciner, qui vont se faire vacciner dans d'autres régions, c'est pas juste 2-3 personnes, je pense que on en connaît tous, puis ça arrive. Est-ce que ça change la
la distribution, parce que s'il y a beaucoup de monde de Québec qui vont se faire vacciner à Trois-Rivières, bien, ça en prend plus à Trois-Rivières. Vous voyez ce que je veux dire? On est capable de le suivre, là, l'utilisation des vaccins, notamment dans la grande région métropolitaine. On sait que lorsqu'on a ouvert les groupes prioritaires pour les professeurs, les CPE notamment, on voyait des gens soit qui demeuraient dans la région de Laval, qui travaillaient dans la région qui demeurent dans la région de Montréal ou vice-versa. Fait que nous, on est capable de suivre chacune des régions par chacune des catégories, puis on se garde un levier de compenser là, pour s'assurer que les couvertures vaccinales là, sont toujours dans les mêmes niveaux là, partout au Québec. Et de proportion. Non, parce que comme je vous dis, on les ajuste régulièrement. On voit plus ce phénomène-là dans les régions là, limitrophes, comme on peut voir ici dans la région de Québec, là, la région de Lévis et de la capitale nationale. Mais en même temps, les phénomènes, il y a des deux côtés. On a des gens qui travaillent d'un côté, demeurent. Puis je vous dirais là, qu'on n'a pas senti là, des grandes différences, là, à part la région de Montréal. Puis comme je vous dis, on les compense, là, en guillemets, poursuivre la couverture vaccinale. Charles Le Cavalier, le Journal de Québec. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à vous trois. Écoutez, je me demandais, là, vous avez un plan précis pour la vaccination de masse avec les dates. C'est hors de tout doute qu'on arrive là, à votre objectif pour le 24 juin. Est-ce que... Puis on voit aussi l'effet de la couverture vaccinale au Québec qui augmente à tous les jours sur la transmission. Est-ce que vous allez déposer aussi un plan de déconfinement aussi précis avec des dates liées à cette couverture vaccinale-là ou il n'y a pas de lien à faire entre les deux, là? Bien, écoutez, je pense qu'on a déjà adressé cette question-là, puis on a très hâte d'être capable de parler de déconfinement. Là, je veux juste non seulement vous rassurer, mais rassurer tous les Québécois qu'on a hâte aussi de le faire. Mais je pense qu'il est un petit peu prématuré de finaliser ça, parce que regardez ce qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent. On a encore des situations où le variant peut nous jouer des tours, des fois. Alors, pour moi, il est très, très clair que ces discussions-là sont en cours. Je pense qu'on va avoir encore des présentations ce week-end. On a dit qu'on essayerait d'avancer quelque chose là, dans les prochaines semaines, mais c'est certain qu'au fur et à mesure qu'on vaccine, M. Le Cavalier, on devient de plus en plus certain d'être capable de présenter un plan. Mais je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour le faire aujourd'hui. Docteur Arruda, la cible de 75 %, si je ne me trompe pas, elle a été établie là, avant que les nouveaux variants s'installent pour de bon au Québec. Est-ce que le fait que les nouveaux variants sont plus transmissibles fait que ce pourcentage-là, pour avoir une couverture vaccinale, disons, appropriée, soit plus élevé? C'est une possibilité, mais il faut voir aussi que dans ce 75 %, comme le disait le ministre, on a exclu les gens qui n'étaient pas qui ne pouvaient pas être vaccinés, premièrement. Et puis, on se met des cibles. On sait toujours aussi qu'une couverture vaccinale à 100 % dans tous les groupes d'âge, c'est pas atteignable. Donc, on s'est donné ce premier objectif-là rapidement. Puis, c'était aussi dans une perspective où on voulait donner particulièrement une première dose à un maximum de personnes. Mais moi, je pense que c'est vraiment la situation épidémiologique et les connaissances qui vont émerger et comment est-ce qu'on va voir les éclosions se transmettre dans notre territoire qui va nous aider. Là. Puis pour revenir sur la question que vous posiez antérieurement, juste dire que faut pas penser à trouver un chiffre magique, 75, ça va être une série de facteurs. Il y a tellement d'inconnus et d'impondérables dont on n'a pas le contrôle. Ça va véritablement être sur la base de notre épidémiologie, la couverture vaccinale des gens, l'observation de quels sont les endroits où il y a des éclosions, quels sont les groupes d'âge qui sont visés. Et ça va toujours venir documenter et nous faire ajuster notre stratégie. Il faut regarder aussi, puis c'est ça qu'on a demandé à la santé publique, M. Le Cavalier, c'est de regarder aussi, le déconfinement, c'est une chose, mais de quelle façon on peut jouer avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'on fait avec le télétravail? Quelles sont les conditions du télétravail? Quelles sont les conditions du port du masque? Il y a beaucoup de ces choses-là qu'il faut mettre ensemble pour être capable de dire, voici un plan de match, comment on va le faire. Alors donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je pense que la meilleure nouvelle que l'on a en ce moment, c'est d'avoir une stabilité dans les cas. Et ça, je pense que c'est la très bonne nouvelle. Puis on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours. Ça fait quand même 4-5 jours qu'on a des baisses importantes dans nos hospitalisations. Rappelez-vous que c'était un des éléments importants. Donc, je touche du bois parce que jusqu'à maintenant, ça se confirme. Baisse des cas, baisse des hospitalisations.
mais on veut rester prudent parce que le feu est encore là. 1000 cas par jour, il y a encore 1000 nouveaux cas par jour. Alors, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Puis le plan dont vous parlez, on y travaille, mais je pense qu'il faut rester encore prudent. Puisque nous en sommes donc à l'autre partie de la conférence de presse, je vais commencer avec les questions écrites et après ça, on ira vers les questions vidéo. Moi, j'ai juste une précision. Là, on m'envoie la note que j'ai peut-être fait une erreur. J'ai parlé de samedi soir pour le Bas-Saint-Laurent. C'est vendredi soir. C'est de la nuit de vendredi à samedi. Il faut agir vraiment rapidement. Je croyais que c'était samedi, mais donc les mesures d'urgence dans le Bas-Saint-Laurent sont à compter de vendredi soir. Je m'excuse mais j'aime mieux corriger tout de suite. Pas de problème. Donc, une question de notre collègue François Carabin qui demande respectivement combien de doses de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson le Québec recevra-t-il dans un avenir prévisible? Peut-être, Daniel, sur le mois de mai, je pense que la meilleure idée, ça serait de donner le mois de mai, je pense. J'allais vous donner une réponse, dire beaucoup, mais je pense que vous voulez être plus précis que ça. De façon plus sérieuse, là, on parle là, de livraison hebdomadaire Pfizer, c'est 450 000 à toutes les semaines. Au niveau de Johnson & Johnson, la seule confirmation qu'on a eue du gouvernement fédéral, c'est 67 000 doses pour la semaine prochaine. Et pour Moderna, on a un arrivage justement là aujourd'hui et demain, c'est 130 000 doses. Et on a eu une confirmation dans la semaine du 10 mai de 230 000 doses de Moderna. Bien, pour Moderna, c'est toujours confirmé, entre guillemets, de 2 semaines ou de semaine en semaine. Donc, on s'attend aussi à avoir d'autres livraisons là, au cours des semaines subséquentes. Et AstraZeneca, est-ce qu'il était dans la liste aussi? AstraZeneca, on n'a aucune prévisibilité là, pour le moment. OK. Maintenant, sa deuxième question. Quel est votre plan, s'il y a un plan, pour la vaccination 24 heures? Le couvre-feu ne risque-t-il pas de poser problème? Quand vous voulez dire 24 heures, je veux juste bien 24 heures sur 24, par exemple. OK. Daniel, veux-tu y aller? Bien, écoutez, là, c'est un des points qu'on a mentionné tantôt là, dans la vaccination, c'est ça prend des vaccinateurs. Je pense qu'on l'a abordé. Ça nous prend des vaccins, on vient de l'aborder, mais ça va prendre aussi des gens qui décident de venir se faire vacciner. Et lorsqu'on va arriver dans nos groupes les plus jeunes, on va vouloir donner des types d'accessibilité là, différentes. Notamment, on en a parlé justement la semaine passée, là, de la vaccination à l'auto. Mais on va vouloir aussi allonger nos heures là, pour rendre plus accessible, etc. Fait qu'encore là, je pense que dans le cadre d'un couvre-feu, d'aller se faire vacciner, je pense que c'est une bonne raison là, de venir, de choisir la vaccination. Si c'est ça que ça prend pour continuer de rejoindre nos clientèles de tout âge. Okay. Juste, Daniel, tu pourrais peut-être parler aussi qu'au fur et à mesure qu'on vaccine de plus en plus de travailleurs et de jeunes, qu'on ajuste nos horaires aussi. Peut-être parler qu'on va monter les horaires de soir, de week-end. En effet, là, justement, avec des clientèles plus jeunes, donc qui sont sur le marché du travail, nous, on va s'assurer avec toutes les CIS et les CIUS d'avoir soit des heures allongées, mais surtout avoir de l'accessibilité les fins de semaine. Fait qu'on s'assure avec eux là, au cours des prochaines semaines qu'il y ait une augmentation là, d'offres de rendez-vous là, pour la population. Moi, j'appelle ça dans des heures défavorables ou dans des moments défavorables, mais qui sont plus accessibles là, pour des gens sur le marché du travail. Parce qu'encore là, notre objectif, c'est justement que l'accessibilité ne soit pas un frein là, pour avoir un vaccin. Question de ma collègue Stéphanie Marin de la presse canadienne. Pour les 45-55 ans, sera-t-il possible de refuser le vaccin d'AstraZeneca? On a fait le choix au Québec de rendre vraiment transparent la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Les gens choisissent. Quand vous allez sur le site Clic Santé, c'est très clair pour tout le monde. Et si ce n'est pas inscrit AstraZeneca, c'est que ça ne l'est pas. C'est les autres vaccins qui sont offerts. Et question de ma part, en fait, pour M. Dubé, vous aviez dit que vous aviez été déçu par la réponse plus faible des clientèles vulnérables qui avaient été ciblées pour la vaccination. Vous dites que ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré jusqu'à quelle proportion? Puis est-ce que ça a pu jouer ce côté peut-être réfractaire de ces clientèles-là à accélérer la vaccination de la population en général? Non. Je dois vous dire que je suis content parce que je suis content d'avoir la question. En fait, on regardait, Daniel et moi, là, dans les dernières heures hier, puis jusqu'à il y a quelques minutes, il s'est pris au-dessus de 750 000 rendez-vous dans la dernière semaine.
On a eu des journées où on a eu plus de 200 000 rendez-vous. Alors donc, si vous faites le calcul de la clientèle qu'on visait, rappelez-vous là, de ce qu'on avait compté, je pense qu'on est allé chercher une très grande partie de la population qu'on voulait rejoindre. C'est sûr qu'on a voulu être accommodant en rajoutant les proches aidants, en ajoutant les parents, par exemple, pour les personnes handicapées. C'est sûr qu'il y a des gens qui profitent de ça, puis ça nous a fait prendre plus de rendez-vous. Mais enfin, on est tellement proche de la population générale qu'on pensait que c'était le bon choix à faire. Alors, donc, non, au contraire, je vous dirais, la raison pour laquelle on peut accélérer, c'est qu'on a une confirmation des vaccins. Puis là, on dit, on a donné la priorité à nos clientèles vulnérables. Je pense que c'était le choix à faire. Ils ont livré la marchandise. Moi, je leur donne jusqu'à demain. Ils pourront continuer de le faire, mais disons priorité. Puis on a même dit, parce que c'était une demande qu'on avait reçue souvent, de pouvoir adjoindre 2 parents. Parce que dans le cas des personnes handicapées, vous savez, souvent, c'est les 2 parents qui sont à la maison. Fait qu'on ne voulait pas, comme dans le cas des proches aidants, limiter à 1 personne. Alors, on s'est dit, on est tellement proche de la population en général, on a accordé jusqu'à 2 parents qui peuvent se faire vacciner en même temps que la personne handicapée qui les accompagne. Petite dernière, allez-y, M. Paré. Et les femmes enceintes aussi qui ont été ajoutées là, cette semaine. Fait qu'encore là, je pense que ça permet aussi à ces personnes-là d'avoir accès là, avant justement la vaccination plus populationnelle. Et écoutez, juste hier encore, c'est plus de 125 000 rendez-vous qui se sont pris là, quand même sur le système là, Clic Santé. Fait qu'on voit là, que l'attrait pour le vaccin est toujours là. Donc, une dernière d'un média régional d'Abitibi-Témiscamingue concernant la situation en Abitibi-Témiscamingue. La situation en Abitibi, donc, est relativement stable depuis plusieurs jours. La région n'enregistre aucun nouveau cas et seulement 23 cas actifs. Qu'est-ce que ça va prendre pour basculer au jaune? C'est ainsi que c'est écrit. Bien, c'est des discussions qu'on a avec la directrice de santé publique. Là. Vous savez... les situations peuvent varier de façon importante en peu de temps. Des fois aussi, quand on abaisse trop rapidement, ça passe des signaux et là, il y a une recrudescence qui se fait. Mais c'est des discussions qu'on va faire avec le maintien de la stabilité, etc. Et l'analyse aussi des taux de positivité et aussi est-ce qu'il y a un risque de nouveaux variants. Mais c'est discuté. Inquiétez-vous pas. On veut que les régions qui performent bien soient aussi récompensées. Là, ça, c'est clair dans notre tête. On me demande une précision avant de passer à la question vidéo. Une nouvelle question, une précision sur quelque chose qui a été dit à la conférence de presse de mardi, parce que ça m'a suscité un questionnement, parce que M. Legault a dit qu'à partir du 3 mai, à Montréal et à Laval, le couvre-feu allait passer de 20h à 21h30. Or, dans la région de Québec, où on a les mesures spéciales, le couvre-feu est à 20h, normalement, ces conditions-là doivent perdurer jusqu'au 3 mai. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à avoir un couvre-feu jusqu'à 20h à partir du 3 mai ou si ça va être levé à 21h30 aussi, étant donné le fait comme on est en mesure particulière dans la région de Québec, c'est ça qui abaissait, si on veut, l'heure du couvre-feu? Mais on va suivre la situation épidémiologique comme telle, voir la réponse. Si elle continue à s'améliorer, il pourrait y avoir une décision, effectivement, de revenir à ce qu'on appelle un palier de type rouge et non plus en mesure d'urgence. Mais, comme je vous dis, est-ce qu'on va continuer les mesures d'urgence parce qu'il y a une recrudescence? Tout ça va être réévalué. Mais moi, je sais, mais écoutez, comme je vous le dis, là, vous savez, là, en COVID-19, chaque journée a des effets. On a déjà vu la capitale nationale, puis c'est pas ça que je suis en train de prédire. Là. Je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui va être le oiseau de malheur. Ça semble s'améliorer, donc quelque part, je pense qu'effectivement, si on vient à ce qu'on appelle un palier rouge, et non pas en mesure d'urgence, bien, actuellement, les paliers rouges sont avec des couvre-feux à 9h30, comme ils sont dans les Laurentides, la Naudière. On avait fait un élément spécial pour Montréal et Laval, qui était passé à 8, mais c'est ça. Fait que, en toute logique, c'est ce qu'on devrait faire. Donc, lundi, le couvre-feu est à 20h à Québec ou il est à 21h30? Il n'y a pas de changement à Québec pour le moment. Pour être très clair, le changement qui a été annoncé par le premier ministre mardi, c'est uniquement pour Montréal. On a comme vous savez, on a des réunions tous les jours.
Celle de dimanche, c'est à 4 heures, je crois, 4 heures après-midi. Alors, on regardera les chiffres à ce moment-là, mais... Parce que M. Arruda vient de dire, en toute logique, c'est ce qui devrait arriver. Écoutez, moi, ce que je dirais, pour le moment, il n'y a aucune décision, puis on prend ça au jour le jour. C'est ce qu'on souhaite, mais on va y arriver. Nous en sommes maintenant aux questions en téléconférence. Donc Vous êtes pas mal bon. Vous êtes pas mal bon. Je dois dire Je l'ai laissé aller, justement. Nous en sommes maintenant aux questions... J'ai vu ça. Vous êtes pas là pour nous bien protéger. parti. C'est correct. C'est correct. C'est pas de ma faute, hein? On va apprendre. Donc, nous en sommes maintenant aux questions en téléconférence. Mylène Crête, Le Devoir. Madame Crête, vous nous entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour. Je voulais savoir, en ce qui concerne la deuxième dose de vaccin pour les personnes qui sont immunosupprimées, il y a des études qui démontrent que ça donne un meilleur effet lorsqu'on respecte le protocole des fabricants. Donc, pourquoi est-ce que vous persistez à reporter cette deuxième dose pour cette catégorie de personnes-là qui sont immunosupprimées? persiste pas, je vous dirais qu'actuellement, il y a un avis de cycle qui nous revient, là, puis on va, pour ces clientèles-là, une deuxième dose va être donnée dans une période plus courte, potentiellement 4 semaines, pour ces clientèles-là. On sait qu'ils déjà souvent, à une première dose, ils ne répondent pas autant. Il est possible qu'avec même la deuxième dose, la réponse ne soit pas optimale, mais compte tenu qu'ils ne répondent pas autant à la première dose, il va y avoir un ajustement par rapport à la deuxième dose. D'accord, merci beaucoup. Qu'en est-il de l'inoculation de la deuxième dose pour l'ensemble des Québécois adultes là, qui veulent se faire vacciner? Vous pensez qu'on en aura terminé à quel moment avec cette campagne de vaccination? Écoutez, je vais commencer par la réponse générale. Moi, mon premier objectif pour le 24 juin, c'est le 500 000 que vous voyez dans notre rapport sommaire tous les jours, là, qui est spécifique à la deuxième dose. Maintenant, pour le reste de la population, là, étant donné qu'on va avoir assez de doses dans le mois de mai et juin, dépendamment comment va la réponse à atteindre notre 75 % au moins des catégories, on pourra jouer plus rapidement sur la deuxième dose. Moi, c'est comme ça que Daniel me l'explique, là, mais prendre un engagement de date pour la deuxième dose, le seul engagement qu'on prend, c'est de respecter le 112 jours. Et on peut le faire le plus rapidement possible. Daniel, je pense que... Mais écoutez, je pense, si je peux rajouter, c'est effectivement le plan de match va être directement lié aux confirmations de doses du gouvernement fédéral. Présentement, moi, ce qu'on me donne comme info, c'est jusqu'au 30 juin, vraiment. Là, fait que c'est pour ça qu'on pouvait s'engager pour le 24 juin avec les confirmations que nous avons eues. On nous donne toujours des grands chiffres là, pour... on parle de Q3, mais Q3, c'est juillet ou septembre. Fait que lorsqu'on va avoir là, plus de confirmations au cours des prochaines semaines, on pourra là, éclaircir le plan de match. Mais rappelez-vous là, qu'on a mis en place une équipe de vaccination là, qui est prête à faire des grands volumes. Donc, encore une fois, puis ça a été pas mal notre prémisse de base depuis le début, si les vaccins sont au rendez-vous, les équipes de vaccinateurs seront là et on va accélérer là, certainement la deuxième dose parce qu'on se rappelle, hein, au niveau de l'intervalle de dose, c'était de s'assurer de vacciner le plus de Québécois possible pour avoir une meilleure couverture vaccinale. On en parle depuis tantôt, mais lorsqu'au niveau de la deuxième dose, si les confirmations de doses de vaccins sont au rendez-vous, la machine va l'être aussi. Fanny Lévesque, La Presse Plus. Oui, bonjour à vous trois. Vous m'entendez bien? Je voudrais savoir, sauf erreur, le vaccin peut être administré aux populations de 16 à 17 ans. Pourquoi elle ne se retrouve pas dans les plages horaires là, jusqu'au 14 mai? Bien, parce qu'on a rajouté, la catégorie quand même récemment on parle pour les personnes avec un handicap physique ou intellectuel. Là, c'est seulement pour ça qu'on est là en ce moment. Mais je pense, en tout cas, à moins qu'il y ait un commentaire spécifique du docteur Arruda là-dessus, vous dites que vous ne le voyez pas sur le site. Est-ce que c'est ça votre commentaire? Bien, en fait, ça se termine le 14 mai avec les 18 à 24 ans. Donc, je me demandais pourquoi c'était pas ouvert aux 16 ans et plus. OK, je comprends. Bon, il faut comprendre que pour les maladies chroniques, on a considéré que 16 ans et plus, c'était le cas parce que leur risque de complications est important.
Par contre, pour ce qui est de la campagne générale, probablement que ces élèves-là aussi vont être rejoints à travers le milieu scolaire. Qui va être une approche qui va permettre d'avoir un meilleur contrôle de ce qui se passe. Fait que c'est dans cette perspective-là qu'actuellement on s'est rendu jusqu'à 18 ans, compte tenu qu'on est en train de planifier potentiellement une intervention en milieu scolaire à ce moment-là pour être rejoint en termes de milieu scolaire. Je voudrais porter ici peut-être un petit correctif. Là, tantôt, parce que des fois, on oublie dans quel temps on est. Quand on a annoncé les mesures d'urgence qui étaient prolongées à Québec, c'était jusqu'au 10 mai. Hein. Je veux dire, initialement, c'était le 3, on ajoutait une semaine, puis on laissait les écoles ouvertes. Donc, je veux dire, pour pas que les gens pensent que les mesures d'urgence à Québec arrêtent le 3 mai, ils arrêtent le 10 actuellement, selon ce qu'on a fait la dernière annonce. Tantôt, vous parliez du 3, là, puis ça m'a un petit peu confondu. Donc, les mesures d'urgence sont prolongées jusqu'au 10, c'est-à-dire là, une semaine plus tard, mais les écoles vont être ouvertes au niveau du primaire. Merci. J'ai deux mini-questions que je peux mettre ensemble. Je voudrais savoir, on va recevoir, en fait, on a reçu au Canada le Johnson & Johnson aujourd'hui. On a à peu près 60 000 doses au Québec. Quelle sera l'utilisation de ces doses-là? Et je voudrais vous entendre, M. Paré, sur la campagne de vaccination à l'auto. Vous nous aviez parlé d'un projet la semaine dernière. Pour la première partie de la réponse de Johnson & Johnson, je pense que le Dr Arruda l'a répondu tantôt. On est en attente des recommandations du Comité d'immunisation du Québec, qui se rencontre d'ailleurs aujourd'hui. Moi aussi, j'ai la même information, donc je vais attendre leur conclusion demain pour l'utilisation du vaccin. Et là, on va adapter notre stratégie, nous, par rapport aux recommandations. Et pour la vaccination à l'auto, effectivement, nous aussi, on est toujours excités, c'est toujours en préparation. Et je crois qu'au courant de la semaine prochaine, il y aura plus d'informations par rapport à ça. Mais ça cadre très bien encore là avec notre volonté de bien rejoindre différents groupes de différentes façons pour avoir la meilleure couverture vaccinale possible. Et ça va être à Montréal, donc, la clinique? Je peux dire que ça va être dans la région métropolitaine. Très bien, nous en sommes maintenant à la période de questions en anglais. Nous allons commencer tout de suite avec la question en vidéoconférence de Raquel Fletcher, parce que nous sommes déjà en mode vidéo. Madame Fletcher, vous m'entendez? Oui. You guys can hear me okay? Je ne sais pas si vous pouvez bien m'entendre. Oui. Ma première question, c'est une question plus simple. Pouvez-vous dire à ceux qui nous regardent en anglais, pourquoi, par rapport à votre annonce d'aujourd'hui, vous avez décidé de procéder avec ce choix de 2 jours entre chaque catégorie? Je veux juste confirmer que malheureusement, considérant la façon comment progressaient les choses, en ce qui a trait au Bas-Saint-Laurent, nous avons annoncé donc qu'il y aurait des mesures spéciales qui s'appliqueraient, c'est-à-dire plus précisément pour toute la région du Bas-Saint-Laurent, avec l'exception de la région à l'est de Matane, Matisse, et j'oublie l'autre là. Si quelqu'un peut m'aider là-dessus. Oui, Matapédia, voilà, merci. Et donc, malheureusement, à partir de vendredi soir, il y a la restriction, et c'est la même mesure qui s'était appliquée pour la Ville de Québec, Chaudière-Appalaches, avec l'exception des écoles primaires qui vont demeurer ouvertes, donc, durant cette période. Ça, c'est la première nouvelle. Maintenant, pour la bonne nouvelle, nous avons annoncé que nous allons ouvrir demain la vaccination qui est ouverte à tous maintenant pour la population générale à partir de demain matin, 8 heures. Les gens pourront donc réserver leur vaccination et ça pourra se faire par Internet. Et demain à 8 heures, c'est le point de départ pour la première catégorie par groupe d'âge. On commence avec la première tranche de 50 à 59 ans. C'est le premier groupe, donc c'est disponible pour ce groupe demain matin. Donc, lundi, mardi, ou plutôt mercredi et vendredi, on y va par tranche d'âge. La première tranche, donc lundi, c'est de 45 à 49, ensuite 40-44 ans pour mercredi et 35-39 pour vendredi. Et on a après, à partir du 10, nous avons la semaine jeunesse, en commençant par la tranche d'âge 34 et le 14, c'est-à-dire qu'on termine avec la tranche d'âge de 18 à 24. Donc, tous pourront avoir
accès à la vaccination ici. Et pourquoi on a ces délais de 2 jours par catégorie d'âge? C'est pour s'assurer qu'il y ait un accès privilégié. Donc, et on y procède par 2 jours pour s'assurer que l'on respecte les catégories d'âge telles que recommandées par la santé publique. Et donc voilà, on est très heureux de cela, de cette prise de rendez-vous pour la population en général. On a pu respecter la catégorie, les catégories 8 et 9, en ce qui a trait aux services essentiels. Également, il y avait la question des handicapés. 750 000 rendez-vous ont été pris durant la semaine dernière, donc nous sommes nous avons pleine confiance qu'on peut ouvrir le plan de vaccination à la population générale. Alors, on a vu ce que M. Paré vient d'expliquer durant les dernières minutes. Cela explique pourquoi on procède ainsi. Deuxième question, pour vous, M. Dubé, ainsi que pour le Dr Arruda. C'est une question personnelle. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Alors que vous pouvez faire cette annonce aujourd'hui. Vous avez démarré la conférence par une mauvaise nouvelle relativement au Bas-Saint-Laurent. Il y a ces régions dans la province qui sont complètement confinées parce que c'est des régions chaudes. Et bon, et après tout ça, après des semaines, des mois, vous pouvez annoncer que la vaccination pourra être déployée pour tous. Comment vous sentez-vous personnellement? Ce doit être un moment très émouvant pour vous. Oui, ça l'est. Je dois vous dire que c'est un peu malheureux que nous ayons eu cet épisode du début, de ce que nous avons vécu, mais c'est la crise à laquelle on a dû faire face durant 1 an. Donc, des fois, on a des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles. Donc, et pour les gens du Bas-Saint-Laurent, on fait face à plusieurs cas. Évidemment, on n'atteint pas les niveaux de la Ville de Québec ou de Montréal, mais c'est important pour ces régions comme seuil. Et je pense que les gens peuvent comprendre que, considérant toute l'expérience que nous avons eue depuis les 13 derniers mois, ils comprennent qu'on doit agir rapidement, avec agilité. Et donc, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Mais néanmoins, il faut être actif pour traiter ces dossiers. Donc, si je mets ça de côté, je vais demander à mes collègues... En fait, je pense que le docteur Arruda était heureux également d'ouvrir cela à la population générale, donc je vais lui laisser le micro pour qu'il puisse partager son état d'esprit aujourd'hui. Ne pas avoir assez de vaccins, c'était un cauchemar, je peux vous le dire. Il a fallu choisir entre des groupes. On voulait vacciner les gens. Et maintenant, je peux dire, pour paraphraser Luther King, j'ai un rêve. Et mon rêve, eh bien, il s'enracine aujourd'hui, il prend vie. J'espère que la population sera au rendez-vous parce que le vaccin est la façon de solutionner ce problème de pandémie. C'est grâce au vaccin. Voilà. Prochaine question. La machine de vaccination, le système, avez-vous confiance en ce système? Pensez-vous qu'il va pouvoir tenir et que vous pourrez livrer la marchandise? Réponse, cette comparaison avec une machine, bon, pour moi, non. C'est vous qui comparez avec une machine. Non. Soyons sérieux. Alors, M. Paré, son équipe... en fait, je veux considérer cette question pour remercier les gens, ce qu'ils ont fait dans le système. Je pense que les Québécois... En fait, j'aurais voulu le dire en français, mais vous m'y avez fait penser. Je pense que les gens se sont rendus compte, les Québécois se sont rendus compte, durant les derniers mois, qu'ils sont fiers de ce qui est arrivé relativement au système, ce qui est arrivé relativement à la santé publique, ce qui est arrivé relativement au réseau de la santé, les services qu'ils ont obtenus lorsqu'ils ont été vaccinés. Je pense qu'il y a un côté sombre de cette crise, mais il y a un côté positif et je pense que les Québécois retrouvent leur confiance. Ils ont confiance à nouveau en le système de santé. Et ce groupe, qui est mené par Daniel, eh bien, je pense qu'ils ont fait un travail extraordinaire. 3 millions de doses. Telle a été la vaccination durant les 3 derniers mois. C'est spectaculaire, je crois. Est-ce que j'ai confiance? Je ne sais pas si c'est le bon mot, si c'est approprié, mais je pense vraiment que nous pouvons continuer à nous améliorer. Et je dirais aux Québécois, être les juges de la situation. Mais je pense que les Québécois sont fiers de notre système. Voici une question pour le Dr Arruda relativement au cégep et aux examens. La session d'examen, la période d'examen commence bientôt. Alors, est-ce que vous permettrez les examens virtuels
en ligne? Et si non, est-ce que la santé publique a donné des lignes directrices? A-t-on un plan de sécurité si jamais il faudra avoir des examens en personne? Réponse, oui, moi et mon équipe avec le ministère de l'Éducation, on va trouver une façon de bien faire les choses de façon sécuritaire. Et maintenant, nous allons vacciner la population. Bien sûr, on a parlé d'une bonne nouvelle. C'est une bonne journée aujourd'hui. Mais il faut dire également qu'il faut se rappeler de ceux qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, ceux qui n'ont pas eu de chance durant la première vague. Et donc, il faut respecter ces personnes-là. Et par respect pour ces personnes, je demande aux gens de se faire vacciner. Car c'est comme ça que nous pourrons vraiment circonscrire cette terrible maladie. Question, est-ce qu'il y aura, en fait, réponse, ça peut se faire de façon différente. Probablement, nous sommes en train de discuter de tout ça avec le ministère de l'Éducation et nos équipes. Question de Cathy Sené de la CBC. Il y a eu certaines régions, comme par exemple dans certains secteurs de Montréal où le taux de transmission, où la transmissibilité est plus élevée et le taux de vaccination est plus faible. Cela coïncide normalement avec le fait que plus de gens sont en risque en termes de population. Donc, vous avez un défi là. C'est lié à cette question même. Et donc, il y a eu des cliniques mobiles, ça et là, mais pas suffisamment, très certainement. Alors, quelle est votre réflexion là-dessus? Réponse, je vais commencer, mais bon, je le répète souvent, mais la santé publique, surtout pour ces régions, et je pense au docteur Drouin, au docteur Trépanier, je pense qu'ils ont fait un travail remarquable. Ils ont pu intervenir de façon chirurgicale dans certaines régions. Il y a eu les cliniques mobiles qu'on a appelées les cliniques éphémères. On a fait notre tournée là-bas pour voir un peu à quoi ça ressemblait sur le terrain. On va continuer à le faire d'ailleurs. Et nous voyons même sur Google Maps qu'on peut comparer une région, par exemple. Dans la même région, on peut voir où se situent les cas. Et on a la même région sur Google où on voit le code postal des gens qui ont été vaccinés. Et on peut comparer les deux données et être très précis et dire, il y a un trou là. Il y a des gens sur ces rues-là qui n'ont pas été vaccinés à ces adresses. Et donc, il y a des cas là-bas. Et voilà ce que l'on peut faire avec la technologie maintenant. On peut utiliser la technologie pour avoir une approche chirurgicale. C'est peut-être pas nécessaire de le faire dans des régions moins peuplées, mais c'est le genre de travail qui est effectué actuellement. Et bon, grâce à cette connaissance que nous avons pu concevoir cette dernière année, que nous avons développée, et bon, j'espère que nous continuerons à être chanceux, mais je pense que la situation, je dirais pas, est sous contrôle, mais c'est pourquoi on est rendu là où l'on est maintenant. Question. Si vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas été vaccinés, vous voyez également que le taux de transmission augmente ou est très constant même. Alors, que faites-vous? Est-ce que vous mettez en place des cliniques libres à service ou réponse de la vaccination mobile? Oui. Je ne sais pas comment le dire en français, mais il y a un groupe à Montréal que j'ai visité. À Montréal-Nord, c'est Accès. C'est le groupe Accès. Je le dis en anglais, Access. C'est un groupe qui intervient et qui frappe aux portes, qui va voir les gens chez eux et en leur disant, on veut s'assurer que vous soyez au fait qu'il y a là-bas une clinique de vaccination près de chez vous. Ou voilà, il y aura une session de vaccination mobile dans 2 jours. Ils vont frapper aux portes, ils cognent aux portes. C'est donc une approche très ciblée qu'ils ont. Essentiellement, ce que M. Dubé dit, c'est que nous avons cette information. Non, c'est pas de l'à peu près. On sait exactement quoi faire. On sait là où il faut se concentrer, travailler davantage. Et les cliniques comme celles que vous avez mentionnées sont là et dans quelques mois, dans quelques semaines, on va continuer à travailler là-dessus. C'est notre plan. Nous allons continuer à offrir différentes méthodes de vaccination, différentes façons d'intervenir et différentes façons de promouvoir la vaccination par différents influenceurs.
That's a good point, madame. Les services de vaccination, oui, oui, bien dit, madame. Bon, on parle du système à l'auto. On va en parler la semaine prochaine. Il y a quelques familles, ils ont des enfants en bas âge et ils pensent qu'ils peuvent juste aller à l'auto et conduire toute la famille vers ce genre de service à l'auto. Mais c'est un autre service qu'on peut leur offrir. Donc, on considère cela. Oui, et la vaccination aussi. Le service à l'auto, pourquoi ça serait commode d'offrir ça éventuellement? Ça vous va, oui? Ben oui, ben, si vous avez d'autres choses à dire en anglais, mais je veux pas... Vous pouvez, comme vous voulez, peut-être juste finir on en va y aller français, selon la oui. séquence. On va laisser notre président décider comment on fonctionne. Mais si vous voulez d'abord en anglais ajouter quelque chose, il y a quelque chose de très pratique. Il y a quelque chose sur le plan pratico-pratique. Réponse, il y a la façon de distribuer le vaccin qui va limiter quelque peu les choses, mais avant de ça, il faut bien comprendre pourquoi ces personnes-là ne sont pas vaccinées, ne se font pas vacciner. Il y a des gens qui attendent de voir qu'est-ce qui se passe chez les autres. Ce sont les gens qui iront plus tard. Ils attendent. Et il y a d'autres gens qui ont des convictions différentes, des croyances différentes, et on travaille avec les communautés. Et donc, on est en train de disséquer les données, d'étudier la question pour essayer de comprendre pourquoi les gens n'optent pas pour la vaccination. Il y a différentes approches motivationnelles également auprès des familles qui sont effectuées. Et c'est vrai, il y a des endroits où les seuils de contagion sont supérieurs et où il y a moins de vaccination, moins de vaccins. Le docteur Drouin a dit également que même avec les interventions actuelles, les taux sont intéressants, même pour ces communautés, comparativement à ce à quoi on s'attendait. Parce que nous avons mis en œuvre précisément ces stratégies. Nous avons dû travailler avec les communautés, les collectivités, les leaders de ces collectivités, et on voit que tout ça a été important. Il y a toujours des gens qui vont attendre avant de se faire vacciner, mais nous allons en faire le suivi, et je crois qu'il y a toujours des gens qu'on ne pourra jamais vacciner. Ce sont les purs et durs. Mais on va faire le suivi sur les autres. Et il y a des gens qui vont voir quel est l'impact de la vaccination sur les autres, et puis ensuite, peut-être. Pour les raisons pour lesquelles ça serait donc assez pratique et la semaine prochaine de faire une mise à jour sur la question des... En fait, je ne peux pas vous dire la journée là, parce qu'on est en train de finaliser ça, mais on va annoncer avec Daniel la semaine prochaine un site de vaccination à l'auto qui va être le premier. Sans tout vous dire, aujourd'hui, il faut... Le principe qu'on a trouvé très intéressant, d'ailleurs, qui a été très populaire aux États-Unis, là, vous vous souvenez des images qu'on a vues dans les grands centres de centres d'achat, etc., où il y a beaucoup de stationnement parce qu'il y a une logistique à ça. Les gens vont se faire vacciner, mais il faut attendre le 15 à 20 minutes de repos. Après, il y a toute une logistique. Mais le grand avantage qu'on a vu, c'est pour les familles. Les familles n'ont pas à chercher une gardienne ou n'ont pas à dire combien on peut faire souvent avec des jeunes adultes, avec les gens de l'école. Il y a des belles formules qui vont faire que ça va être très, très pratique pour certaines familles de dire dans notre bulle, on est 4, puis on s'en va en auto, puis on se fait vacciner, puis on règle tout ça en même temps. Alors donc, on a demandé à Daniel de nous trouver un premier site qu'on vous annoncera la semaine prochaine. Et quand on aura finalisé ça, on va avoir quelques jours de pratique parce que ça va être notre premier. Puis on veut bien faire les choses. Alors la semaine prochaine, on va regarder comment ça va rouler. Mais j'ai très hâte de vous annoncer ça la semaine prochaine. C'est ce qui met fin à notre conférence de presse. Merci M. Dubé, merci M. Arruda et merci M. Paré. Oui, faites attention. Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui dit que la semaine prochaine, on va annoncer une façon de vacciner les gens plus rapidement, notamment un service à l'auto, parce qu'aujourd'hui, le but de cette conférence de presse, c'était de dévoiler le calendrier de prise de rendez-vous pour la vaccination de la population générale. Donc, on tombe dans les 18-60 ans. Et voici comment ça va marcher. À partir de demain, les 50-59 ans vont pouvoir prendre rendez-vous. Vous voyez la semaine prochaine, par groupe d'âge de 5 ans, 45-49, 40-44, 35-39, selon les dates auxquelles ils pourront prendre rendez-vous. Et ensuite, la semaine des jeunes, les 30-34 ans, 25-29 ans et les 18-24 ans. Donc ça, ce sont les dates à partir desquelles ils pourront prendre rendez-vous. Le gouvernement avait dit on va commencer la vaccination de masse fin mai. Bien, ça va commencer début mai, finalement. Donc ça s'est accéléré, notamment avec l'approvisionnement en doses. Pas clair pour les 16-17 ans. Le manufacturier Pfizer suggère de vacciner les 16-17 ans.
Ce qu'on me dit, c'est qu'au gouvernement du Québec, on est toujours en attente d'une recommandation du Comité de l'immunisation du Québec. Pas très clair, M. Arruda a dit peut-être qu'il pourrait être pris en charge dans le réseau scolaire, mais il est par ailleurs, M. Arruda, confiant qu'on pourra vacciner les élèves cet été avec, et je cite, des ajustements en lien avec les processus. Alors, on verra ce que ça veut dire exactement cet été. Le Bas-Saint-Laurent va passer en mesure d'urgence, donc en rouge foncé, sauf les MRC Matane, Matapédia et Métis. Ça veut dire quoi, donc, pour ces autres régions? Commerce non essentiel fermé, couvre-feu à partir de 20 h. Et ça entre en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi. Les écoles vont rester ouvertes. L'Ontario aussi a donné son calendrier de vaccination et le voici pour les 55 ans et plus. Ça commence demain, vous voyez, par tranche d'âge, donc cette fois-ci dans les décennies, des dizaines d'années, le calendrier à partir du 3 mai aussi. Alors, on va essayer d'assimiler toute cette information au cours de l'après-midi. C'est Christian Latreille avec l'info qui va vous accompagner. Alex Carignan, le docteur Alex Carignan sera avec nous demain. Allez.